Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Nous sommes donc à l'école alsacienne, après avoir enregistré une émission qui a été diffusée le dimanche 9 janvier. Cet échange avec le public, ces échanges avec le public, traditionnels après toutes nos émissions en public, la prochaine aura lieu le 13 février et les inscriptions sont déjà ouvertes. Ces échanges traditionnels avec le public vont donc commencer dès maintenant par une question de monsieur ici, et je rappelle que sont de chaque côté de la table Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, enseignant et essayiste, Lucille Schmitt, membre de la comité de rédaction de la revue Esprit, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Monsieur. Bonjour. Bonjour. J'ai été très étonné dans vos conversations que personne n'aborde le problème des élections parlementaires qui vont suivre cette présidentielle et dans lesquelles la création d'une majorité pour le président élu va avoir énormément d'importance, parce que nous avons un régime présidentiel, sauf quand il redevient parlementaire, quand celui-ci n'a pas de majorité à sa disposition au Parlement. On n'en parle pas parce qu'on est toujours coupé. Je veux dire que, comme perfidie ultime, celle-là me paraît admirable. Alors... Moi, je veux bien parler de ça, moi. Alors, Lucille... S'il te plaît, Lucille Schmitt. Moi, j'ai abordé ce sujet, comme vous le savez. Je l'ai d'autant plus abordé que je me suis présentée plusieurs fois aux élections législatives et que j'ai plusieurs fois, sans jamais être députée, contrairement à Jean-Louis, qui lui a suffi d'une fois pour l'être. J'ai été battu en 80. T'as été battu, enfin, tu connais ça. Bon. Donc, en tout cas, ce qui est très intéressant par rapport à l'élection législative, pour l'avoir vécu de près, c'est que, évidemment, la question de la dynamique créée par la présidentielle, depuis, en fait, le choix d'aligner le calendrier, le mandat présidentiel et la législative, elle est renforcée. Et vous rappelez qu'en plus, à mon avis, l'erreur fatale de Lionel Jospin en 2002, c'est qu'il a inversé le calendrier, qu'il devait y avoir les législatives avant la présidentielle. Donc, le présidentialisme a été renforcé. Mais vous avez raison de souligner que pour ce qui nous attend, étant donné que, à part Jean-Louis, la plupart des députés de La République En Marche n'ont guère réussi à convaincre dans leur circonscription, sauf peut-être une infime minorité, mais qu'ils existaient réellement. Je fais partie de la majorité. Je n'ai donc pas convaincu plus que les autres. Donc, en tout cas, leur difficulté à exister, qui a été renforcée aussi par l'absence du cumul des mandats, fait que, sans doute, beaucoup de députés de La République En Marche, enfin c'est un pari que je prends, ne seront pas réélus. D'autant plus que... je dirais que le désamour d'Emmanuel Macron, même s'il sera sans doute réélu, est assez fort. Donc le sujet est ouvert, et c'est en cela, moi, que j'ai parlé de la gauche, en disant qu'elle devrait plutôt s'intéresser à la question d'avoir une sorte de contrat parlementaire pour pouvoir ensuite avoir à l'Assemblée nationale éventuellement un groupe ou des groupes qui soient importants. Après, sur Valérie Pécresse, ce qui est assez clair, c'est que si elle a aujourd'hui, comme l'a rappelé Jean-Louis, 3/3 dans son groupe parlementaire à l'Assemblée lorsqu'il s'agit de voter ou pas le pass vaccinal, elle a un vrai sujet de relation avec son parti et avec ses députés, qui, eux, sont assez enracinés dans les territoires et qui ont sans doute plus de chances d'être réélus. Donc il y a une vraie ouverture sur la possibilité d'une cohabitation. Moi, je travaillais à l'époque en cabinet ministériel, j'ai vécu la cohabitation entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Je me rappelle effectivement qu'à l'époque, les droits du Parlement avaient été beaucoup mieux respectés et j'avais trouvé la vie politique plus intéressante, mais ça avait débouché, je le rappelle, sur le fait que Lionel Jospin n'était pas présent au second tour de l'élection présidentielle. Et donc la question de l'articulation entre notre vie parlementaire et notre vie présidentielle, elle est vraiment posée. Il me semble qu'il y a aujourd'hui une sorte de dysfonctionnement institutionnel très fort. David Jayes. Le cœur battant d'une démocratie, c'est le Parlement. Et je souscris au constat que celui-ci n'a cessé d'être dévitalisé alors qu'il était déjà un peu mis sous le boisseau dans l'épure de la Ve République. Il y a eu plusieurs erreurs funestes. Le quinquennat, l'inversion du calendrier et, je mets un peu les pieds dans le plat, le non-cumul absolu des mandats. C'est-à-dire, quand vous avez des députés qui n'ont aucune accroche locale, c'est très difficile en réalité de faire entendre la voix des territoires, comme on dit, à l'Assemblée. Et donc, on a des députés qui sont souvent hors sol. En revanche, je suis en total désaccord, Lucille, avec ce que vous avez dit sur le fait que tel ou tel président élu n'aura pas de majorité. Je crois que ce système, justement, a une force d'inertie
absolument effrayante. Le fait que les élections parlementaires soient placées après la présidentielle démobilise profondément tout l'électorat anti, surmobilise l'électorat loyaliste ou tout simplement des gens qui se disent il faut donner une majorité au président. En 2017, on avait prédit à Emmanuel Macron qu'il n'aurait pas de majorité parce qu'En Marche, ça n'existait pas, que les députés avaient été sélectionnés sur des CV, et il a eu une vague. Et je crois que malheureusement, ce système, en fait, est entièrement déterminé par l'élection présidentielle, et n'importe quel président élu, je pense que même Le Pen, si elle était élue, aura une majorité parlementaire derrière. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir à mieux déconnecter le temps parlementaire et le temps présidentiel. Moi, je rêve d'un système, je l'ai même écrit, dans lequel le président reste élu au suffrage universel direct, parce que c'est notre tradition et les Français y sont attachés, mais où on a une sacrée dose de proportionnel à l'Assemblée nationale, et où le Premier ministre est un vrai Premier ministre qui gouverne et qui est issu d'un contrat de gouvernement passé entre des forces politiques qui sont d'accord pour gouverner, comme on l'a fait en Allemagne. Je ne sais pas si c'est un amour de la démocratie helvétique ou de l'Allemagne, mais le contrat de coalition allemand entre SPD, Verts et libéraux, qui sont des partis avec des vraies différences, mais qui se sont mis d'accord sur des points de gouvernement, me paraît être un exemple à suivre. Richard disait tout à l'heure que David rêve de Suisse. Nous savons maintenant qu'il rêve de Suisse allemande. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, il y a mille choses à dire sur tout ça. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. Le président de la République est élu au suffrage universel. Il y a certes des pays comme le Portugal ou l'Autriche où il est élu au suffrage universel, où il ne dirige pas l'action du gouvernement. Mais ce n'est pas du tout notre culture. Les Français élisent le président pour qu'il gouverne. Et donc, à partir du moment où il gouverne, le contrat de législature, il n'existe pas. C'est lui qui devient, selon l'expression ancienne de M. Léo Hamon, le sculpteur de la majorité. Donc je crois que on ne peut pas concilier les choses. Je suis d'accord sur la proportionnelle, je suis d'accord sur le fait qu'il faut donner du pouvoir, il faut introduire de la pluralité au Parlement, parce que dans le système actuel, un président qui a entre 20 et 25% au premier tour détient à l'issue des opérations 100% du pouvoir politique. Parce que les effets du scrutin majoritaire, de l'élection de l'élection législative dans la foulée de la présidentielle donnent effectivement, jusqu'à présent, et c'est là où j'ai une nuance par rapport à ce qu'a dit David, donne une majorité à ces 20%. Or, le scrutin majoritaire, c'est bien si vous avez 40% des voix et que ça vous donne 55% des sièges. Ça n'est pas bien si vous avez 20 ou 25% des voix et que ça vous donne 70% des sièges. Là, il y a un décalage qui fait que vous vous retrouvez dans l'incapacité de faire passer vos réformes. Donc il faut effectivement élargir le polygone de sustentation, pour employer un terme que je ne connais pas bien parce que je suis nul en sciences, mais ça me paraît essentiel. Sur le cumul des mandats, je crois qu'il faut être nuancé sur cette affaire. Il n'y a pas de cumul des mandats partout dans les autres démocraties européennes. Et il y a un pouvoir parlementaire fort. Nous combinons actuellement le non-cumul des mandats, c'est-à-dire l'absence totale d'existence sur le plan de la circonscription du député, qui fait semblant d'être quelque chose dans sa circonscription, mais qui n'est rien à côté du maire, du conseiller départemental, du conseiller régional. Et le parlementaire national, qui n'est rien par rapport au gouvernement. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le parlementaire est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Bon. Et c'est bon, mais si on rétablit des possibilités de cumul, c'était l'équilibre gaullien. L'équilibre, moi je me rappelle, j'avais une amie socialiste qui avait été élue avec Jospin et qui me disait, je suis arrivé elle était députée de Cambrai et elle était très sympathique, c'est une grande amie à moi, et elle m'a dit, je suis arrivé et les hiérarques du parti m'ont dit, écoute, nous on s'occupe de tout à Paris, tu t'occupes de ta circonscription. Bon, donc il fallait rien faire. Le Parlement ne devait pas exister. Et c'était la même chose, évidemment, du côté des gaullistes. On a dit, voilà, les parlementaires s'occupent des gens localement et pour le reste, ils votent comme le gouvernement le veut. Si on veut que ça change,
il faut qu'il soit libéré. Il faut énormément de temps. La démocratie parlementaire est chronophage. Quand vous vous occupez bien du Parlement, eh ben, vous n'êtes pas beaucoup dans votre circonscription. Ça, c'est comme ça. J'ai peut-être des surhommes, mais j'en fais pas partie. Bon. Mais en revanche, il faut donner du pouvoir aux parlementaires et il faut leur permettre de résister à la concurrence des maires, des conseillers départementaux. Ça, c'est Jacques Lang qui m'en avait convaincu au sein du comité Balladur, quand on avait discuté de tout ça. Il m'avait dit, la suppression du cumul des mandats implique de passer au scrutin de liste. Pas forcément au scrutin proportionnel. Hein. Vous pouvez avoir un scrutin de liste majoritaire. C'est un autre problème. Mais vous devez passer au scrutin de liste, sinon le parlementaire est un pauvre garçon qui court, une pauvre fille qui court après les inaugurations, avec la règle des trois actions fondamentales d'un parlementaire local, c'est-à-dire inauguration, décoration, inhumation. Ça, c'est ce que fait le... Et alors, c'est terrible, parce qu'on se retrouve... Alors, l'opposant aussi, moi, quand j'étais opposant, je faisais ça tout le temps. Je retrouvais toujours les mêmes, le maire, le député. Ah, comment ça va? Comment ça va? Le week-end s'est bien passé. Ça va pas du tout. Donc, il faut accepter le scrutin de liste. Alors, un mot pour... Pour terminer, ça va. J'avais plein de choses à dire sur ce qu'a dit. Peut-être l'idée des échanges avec le public, comportant le public. Monsieur. Bonjour. Je voudrais faire une remarque. L'un d'entre vous a dit que la gauche n'a jamais été aussi basse depuis 120 ans. Or, je parle sous le contrôle des plus anciens ici. Il me semble que quand le général de Gaulle a démissionné en 69, à la suite du référendum perdu, la gauche était inexistante. C'était Gaston Defferre et M. X. Je sais pas Duclos a fait 20%. Hein. Duclos, oui. Voilà. Oui, Duclos faisait plus de 20% et Gaston Defferre faisait 5% malgré la présence ou avec la présence. Donc, c'est pas tout à fait la même situation. Autre intervention dans le public. J'ai un projecteur dans l'œil, ce qui fait que je ne vois pas très bien. Sinon, je vais me retourner vers un membre du public à ma gauche. Remarquable discrétion. Duclos, l'homme qui roulait les airs en prononçant son nom qui n'en comportait aucun. Alors, je sens que pendant que le public s'agite pour savoir qui va prendre la parole, je sens que Jean-Louis a encore des choses à dire sur ce que disait David. Non, voilà une question là-haut. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, toute ma gratitude pour nous permettre d'assister à ces échanges. Et, voilà, c'est à l'école alsacienne qu'il faut exprimer notre gratitude. Mon intervention porte sur le discours que j'ai entendu de la part du président Biden, qui, le 6 janvier, est intervenu au sujet de l'anniversaire de l'attaque du Capitole aux États-Unis, pendant que celui-ci essayait de valider l'élection du président Biden. Et le président Biden a eu des mots très durs contre son prédécesseur, le président Trump, en l'accusant notamment de ne vouloir suivre la loi que quand ça l'arrangeait, et de croire en la démocratie que quand il était gagnant. Et notamment la notion très forte qui est apparue aux États-Unis, c'est la notion de vol d'élection, puisque un tiers apparemment des électeurs républicains pensent toujours que cette élection leur a été volée. Et cette notion de vol d'élection vient aussi d'apparaître maintenant sur la scène française. Tout en parallèle avec la déclaration de M. Bourlange qui disait que certaines personnes voulaient voir sa tête à des endroits qui n'étaient pas sur ses épaules, je trouve que cette montée de cette violence dans le discours politique est vraiment très prégnante et je voulais voir comment vous la voyez évoluer en France avec la présidentielle qui arrive. Richard Verly. Que certaines parties de la population s'en prennent maintenant de manière de plus en plus directe et violente aux élus et au système démocratique, malheureusement, il faut bien reconnaître que ce n'est pas une spécificité française. Vous avez cité les États-Unis, et on sait que ce qui se passe aux États-Unis déferle souvent ensuite vers l'Europe, mais il y a quand même d'autres pays d'Europe où on voit bien qu'une partie significative de la population ne croit plus dans le système démocratique représentatif, et souvent cette conviction est attisée par des leaders politiques qui l'exploitent
évidemment, parce qu'ils espèrent en profiter. Donc là-dessus, je ne mettrai pas le blâme, en ce qui me concerne, particulier sur la France. La particularité de la France, en revanche, c'est que désormais, cette violence politique, elle est petit à petit, me semble-t-il, acceptée. Et ça m'inquiète. C'est-à-dire que le fait que les élus soient menacés directement, comme le disait Jean-Louis Bourlange, le fait que leur permanence soit caillassée, le fait que les gens qui se revendiquent de ces actions puissent le dire ouvertement à la télévision, puissent proférer leurs insultes sur les écrans de certaines chaînes de télévision qui certes ne sont peut-être pas beaucoup écoutées, comme le disait Philippe, je parle des chaînes d'information continue, mais tout ça est inquiétant. Je pense que nous, les médias, on a une grosse responsabilité. On a en la matière une grosse responsabilité parce que la violence politique, la violence de l'expression politique, la violence de l'anti-parlementarisme, il faut bien reconnaître qu'elle séduit une partie des journalistes et des médias. Ça ne veut pas dire qu'ils y adhèrent, mais qu'ils y voient un spectacle politique qui fait de l'audience, qui en tout cas crée le buzz et qui les intéresse. Donc moi je pense qu'il y a une partie de l'équation qu'on oublie, c'est l'équation médiatique. Il faut qu'on ait le courage, nous, les journalistes, mais c'est pas seulement les journalistes, c'est le système d'une manière générale, de regarder en face. Nous sommes devenus la caisse de résonance de la violence politique. De la violence en politique, plus exactement. Et ça, c'est très préoccupant. Et il y a des patrons, des conglomérats qui possèdent des chaînes de télévision qui misent ouvertement là-dessus. Il y a une chaîne dont on n'a pas prononcé le nom tout à l'heure, donc je ne vais pas le faire, mais qui a fait de l'expression violente contre la démocratie représentative un peu son fonds de commerce. La preuve, c'est que l'un des candidats les plus extrémistes aujourd'hui en est issu. Et donc ça me paraît très problématique et je pense que si les politiques, si les élus ne sont pas aidés, il faut bien utiliser le terme, par les médias, par les journalistes, et ne sont pas défendus en tant que tels par les médias, ça pose un vrai problème parce que au moment où vous avez une coalition entre les coléreux, appelons-les comme ça pour pas utiliser l'autre mot, et les médias, ça donne Donald Trump et ça donne les États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis parce que Donald Trump, dont je pense qu'il n'est pas du tout comparable à Éric Zemmour par ailleurs, on pourra en reparler une autre fois, mais Donald Trump, sans la caisse de résonance médiatique, il n'aurait pas sans doute été élu, il n'aurait pas pris le Parti républicain comme il l'a fait, et il n'aurait pas aujourd'hui dominé intellectuellement le Parti républicain, parce que c'est ce qui se passe. Je voudrais dire, si j'ai rappelé tout à l'heure le chiffre, si j'ai donné les chiffres des audiences des chaînes d'information en continu, c'est pour m'étonner que les autres chaînes d'information, ou les autres chaînes dans lesquelles on fait de l'information, et notamment, et je reviens à la remarque que faisait tout à l'heure Richard Verly à propos de la pièce dont nous avons parlé, une télévision française, donne autant d'importance que les médias audiovisuels et même les médias écrits donnent autant d'importance au pugilat que sous le nom de débat ou aux polémiques, puisque la polémique est devenue un ingrédient indispensable quotidien de chacune de ces télévisions, et reprennent les sujets qui ont été montés en mayonnaise ou comme les blancs montés en neige par ces chaînes de télévision d'information continue. Et là, il y a en effet quelque chose qui contribue à l'énervement général de la société, qui est, je crois, la première reproche qu'on peut faire à ces chaînes de télévision, à une tension qui est perceptible, qui, je crois, est encore plus perceptible depuis la pandémie et toutes les mesures qui l'ont accompagnée, à une agressivité qui est extrêmement perceptible, et pas seulement à Paris, mais dans beaucoup de villes et de bourgs, enfin de villages de province. Et je pense que c'est à ce titre-là que, en tout cas personnellement, je reproche au président de la République les propos qu'il a tenus et le ton qu'il a adopté. Je pense que la disruption est une chose qui peut avoir des effets extrêmement négatifs sur le fonctionnement de la société, et que le rôle du président de la République n'est sur ce plan-là sûrement pas celui d'accélérer ou d'intensifier la disruption. Moi, je voulais te proposer ma circonscription, mais ça ne va pas. Non, moi je voulais, tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Philippe, revenir sur, à mon avis, la responsabilité aussi
de la période d'Emmanuel Macron et de la période qui vient de se dérouler sur ce sentiment du vol d'élection. Il faut se rappeler d'abord qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu en 2017, c'est sur le dépassement de la gauche et de la droite, et qu'au fond, lorsqu'on termine ce mandat, on a le sentiment qu'il a surtout gouverné à droite. Alors on peut le contester, mais en tout cas, c'est un sentiment qui est assez partagé. La deuxième chose, c'est que tout ce mandat aura été marqué par la difficulté à installer un dialogue entre ceux qui votent et ceux qui sont qualifiés de représentants, avec le sentiment d'un déficit de représentativité et même le déni du fait d'être représenté. Je voulais reparler du grand débat national. Je voudrais évidemment parler du fait que le grand débat national a réagi au mouvement des Gilets jaunes, mais n'y a pas apporté de réponse. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs une réponse à apporter aux Gilets jaunes? C'est aussi une question qui est posée à la société française. Et puis parler de la Convention citoyenne pour le climat, qui débouche encore une fois sur une déception avec l'idée que la loi climat n'est pas suffisante. Donc il y a le sentiment d'une déception permanente, qu'on peut d'ailleurs aussi attribuer au fait que la société française, quelque part, est une société peut-être trop infantile. Mais en tout cas, cette absence de dialogue, elle a été structurée et la déception est aujourd'hui ultra présente. Elle peut déboucher, comme l'a dit Richard, et comme on a témoigné Jean-Louis sur la violence physique. Mais en tout cas, la déception n'a pas été surmontée par les actes politiques qui ont été pesés. Notamment le grand débat national. Moi, je me rappelle d'avoir vu des images. On avait tout simplement l'impression qu'il n'y avait pas de débat. Ça s'est réduit à un site où il y a eu des contributions. Et en tout cas, je dirais, débat ou l'absence de débat, c'est ce qui a marqué ça. Et du coup, l'idée de l'élection volée, c'est aussi ça. C'est que une élection, ça sert à être écouté, ça sert à être représenté, et on arrive dans cette situation électorale où, en fait, on a l'impression que l'élection est volée alors même qu'elle n'a pas eu lieu. Je peux dire un mot là-dessus ? Jean-Louis. Oui, je crois que c'est évidemment un problème très important. C'est très ressenti aux États-Unis et dans des conditions absurdes, mais c'est vrai que c'est très général. Je pense que ça touche à quelque chose de très profond, qui est le refus par nos concitoyens de la fonction répressive du choix politique. Les bonnes analyses de David Easton, etc., sur un système politique montrent que le système a pour but de réprimer un certain nombre de demandes et de faire droit à un certain nombre de demandes. Donc il y a un travail de hiérarchisation, de priorisation, d'investissement à long terme. Or, nous sommes dans des sociétés trop émotionnelles, trop instantanéistes, trop consommatrices, trop immédiates, ce qu'a étudié Gérald Bronner, oui, pour accepter ça. Et donc ce travail-là conduit à une mise en cause fondamentale des représentants, des élus, des intermédiaires entre les citoyens et ce qui en sort. Alors ça donne lieu à tas de choses. La revendication de démocratie directe, la revendication du contrôle permanent, la revendication de référendum, la revendication de conventions citoyennes, tout un ensemble de choses qui ne peuvent pas donner les résultats qu'on en attend, mais qui sont très vitales. Et la dénonciation de l'usurpation, donc du mensonge, de l'élection volée, c'est un élément de cette protestation née d'une frustration extrêmement fondamentale et qui tient au fait qu'en réalité, aujourd'hui, dans aucun pays normalement constitué, la politique ne peut répondre pleinement aux vœux des populations. Oui, il y a une question tout là-haut. Je voulais vous soumettre une question que je me pose à propos de la phrase provocante du président de la République. Est-ce que par hasard, il n'adresse pas un signal aux populations de nos colonies qui refusent la vaccination pour des raisons politiques, culturelles, etc. Madame, nous n'avons plus de colonies. Vous vouliez parler du territoire d'outre-mer ? Par exemple, qui ont manifesté très très fortement leur opposition. Non, je pose la question. Est-ce qu'il s'adressait aussi à eux ? Alors, si vous regardez la situation dans les territoires d'outre-mer, en particulier en Guadeloupe, Martinique, et les raisons pour lesquelles le refus de la vaccination est si important, je ne suis pas du tout persuadé que le fait de déclarer que le président de la République déclare qu'il a l'intention de les emmerder
les ramène vers la vaccination. Pas du tout. Parce oui, que le sentiment général, c'est quand même que la métropole les emmerde, ou en tout cas ne prend pas en compte leur situation. Donc, à titre personnel, je ne crois pas que ce soit directement adressé. Je ne sais pas si l'infirmière, il est possible que l'infirmière en question du panel était d'origine antillaise. C'est souvent le cas, on le sait, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Enfin, sur la photo, non. D'accord. En tout cas, je crois que c'est certainement pas l'intention, mais ça peut être une conséquence négative assez forte que de tendre une situation qui est déjà assez tendue. Et bien sur cette évocation de nos défuntes colonies, de feu nos colonies... On ne peut pas dire, moi je voudrais quand même rappeler vis-à-vis de David que je vais être enfin wokiste. Mesdames et messieurs, si vous avez laissé un poulet au four, je serai David, vous. Il y a intersectionnalité entre le soutien à l'économie de marché, le soutien à la cause européenne, le soutien à la démocratie représentative et le soutien à une croissance capitaliste régulée par des raisons écologiques. Et que ça se construit comme ça. Là où tu as raison, c'est quand tu parles de Mélenchon. Mais Mélenchon est en contradiction sur le plan de son ouverture culturelle islamiste avec le reste de ses positions, car il est anti-européen, il est très méfiant à l'égard de la démocratie représentative, et il est évidemment contre l'économie de marché. En revanche... Mais il est très écologiste. Oui, très écologiste. Non, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il est écologiste de quelle manière? Il est de l'écologisme radical, oui. Non, il est pour une économie planifiée, écologiste. Il est absolument pas jadiste. Il est plus proche de Sandrine Rousseau. Mais en revanche, et ça explique pourquoi il est en situation difficile et pourquoi, dans ce maintien que je crois fondamental de la structure entre ces deux structures, Mélenchon est en mauvaise posture à cause de cette contradiction, parce que le peuple est largement passé à la droite de la droite. Et c'est ça son problème. Mais la cohérence, elle est là. Et ce que je vois chez Mme Pécresse, par exemple, je trouve difficile. Je crois que son groupe est divisé sur le plan vaccinal. C'est très significatif. Et je crois qu'il est difficile de dire, comme elle l'a fait, comme le font un certain nombre de gens, qu'on est à la fois favorable à l'Union européenne et qu'on considère que c'est une insulte à la France et aux gens qui sont morts pour elle, de pavoiser aux couleurs de l'Europe. Là, on voit bien le choix. David James. Mais si on rentre dans la nuance, je trouve qu'il y a une différence entre l'électorat LR et l'électorat LREM sur la question du multiculturalisme. C'est-à-dire que chez LREM, il y a une plus grande cohérence d'une certaine manière. On est ouvert économiquement et culturellement. Dans l'électorat LR, qui correspond en gros à la bourgeoisie marchande de province, on a une appréciation du multiculturalisme, de l'islam, etc., qui est beaucoup plus fermée. Et ça, c'est des nuances qui sont importantes. C'est à l'intérieur. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'animation... Moi, je suis pas un multiculturaliste. Je n'irai pas jusqu'à dire que la modération de ce débat m'échappe, mais pas loin. Lucille. Oui, moi, ce que je voulais dire sur l'écologie, qui est souvent citée, mais qui, au fond, laisse mal à l'aise lorsqu'il s'agit de vraiment la décomposer, comprendre exactement ce qu'il y a derrière, c'est qu'à l'évidence, il y a mille et une nuances d'écologie, cher Jean-Louis, et que je pense que Jean-Luc Mélenchon, de longue date, en fait, a pensé la question écologique, y compris sur la façon dont l'État doit intervenir, c'est-à-dire porter une vision. Tout à l'heure, Jean-Louis, vous avez dit qu'au fond, la planification, c'était le mal. Moi, je ne suis pas contre une planification à la française, c'est-à-dire que je pense que lorsqu'il s'agit d'organiser la transition, la transformation profonde au fond de notre société, la question de la régulation, la question de l'organisation de ces choses est intéressante. Et ça explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon, je vais peut-être prendre un pari ici, pourrait faire plus de 9%, parce que s'il n'y a pas, alors je vois que là, il faudrait engager à nouveau un débat avec David, mais que si jamais il n'y a pas de leadership plus évident qui se détache entre les autres candidats, et je ne le sens pas très bien, Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir des électeurs de gauche, y compris qui n'ont jamais voté pour lui, qui se diraient qu'il peut incarner une forme de présidentialisation de la gauche. Et en ce sens, arrêtons de penser que Jean-Luc Mélenchon est foutu. C'est celui qui a le plus de talent, ça c'est indiscutable. Donc il peut réussir par là. Il a vraiment du talent. Comme disait le héros à la fin d'une pièce de Porto Riche, heureusement, il nous reste l'adultère. Merci à tous, merci au public et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit public, puis ensuite la semaine suivante.